uniquement pour avoir l'air poli. Là, on va vous raconter une histoire. C'est Sophie Mongeon qui est avec nous en studio qui va vous la raconter. Bonjour, Sophie. Salut. Une histoire, moi, en la lisant, j'étais un peu mal à l'aise. Un peu comme toi, Karima. Ouais. Donc, c'est l'histoire d'un couple qui a fait appel à une mère porteuse. Oui. Le deal, c'était on porte l'enfant et ensuite on va s'occuper de l'enfant. Mais là, il est arrivé quelque chose. Raconte-nous ça. Je suis pas mal sûr qu'il y a du monde qui vont être des deux côtés de la clôture là, sur cette question-là. Oui, absolument. Tu sais, c'est quand même un sujet délicat. Tu sais, des fois, on dirait que ça sort un peu de la science-fiction. Hein, maintenant, là, tu sais, dans le fond, tout est fait en laboratoire. Puis après ça va être inséminé dans le corps d'une femme. Tu sais, c'est assez particulier. Puis en plus, ça met en péril puis en discussion beaucoup de droits personnels, de la famille, droits des individus. Et c'est effectivement un couple qui engage, je peux pas dire engage, qui demande à une mère porteuse de porter leur enfant. Pendant la grossesse, on découvre vers la 20e semaine là, que l'enfant a une fente labiale, ce qu'on appelle un bec de lièvre. Donc, à ce moment-là, le couple demande à la mère porteuse de procéder à un avortement, ce qu'elle refuse. Et puis, finalement, ils finissent par s'entendre quand même et l'enfant est né quand même en bonne santé. L'enfant va vivre avec le couple. Entre-temps, la mère porteuse poursuit le couple parce qu'il ne veut pas payer des frais environ de 10 000 parce que finalement, elle a eu un accouchement à la maison, donc il y avait des frais extra contractuels. À partir de ce moment-là, quand le couple décide de poursuivre la mère porteuse, c'est pour 600 000 approximativement, parce qu'ils disent pendant la grossesse, elle les a pas tenus au courant du processus, de la santé de l'enfant, elle a pas parlé de la santé du bébé, elle a pas parlé aussi des risques particuliers. Bref, ça leur a causé au couple une détresse émotive importante et là, ils réclament 600 000 Non, mais c'est quand même, j'allais dire aujourd'hui, c'est ça, sur les nouvelles techniques et tout ça, c'est une chose. Moi, sincèrement, je ne juge pas là-dessus parce qu'il y a beaucoup de couples qui sont infertiles et aujourd'hui, il y a j'allais dire, la technologie permet des choses et tant mieux. Ensuite, sur le débat des mères porteuses, ça, c'est une autre affaire. Mon enjeu ici, c'est l'idée de poursuivre, de demander, presque de forcer la femme à faire un avortement, ce qu'elle a refusé. Et ensuite, l'autre affaire, c'est de poursuivre alors qu'ils ont l'enfant. Fait que imagine déjà l'enfant, plus tard, va dire, mes parents, finalement, ont décidé de poursuivre la mère porteuse parce que, tu sais, la fente labiale, je rappelle, il y a quand même aujourd'hui, là, il y a des chirurgies qui existent, puis ça n'a rien à voir à ce que ça a pu être dans le passé. Puis de toute façon, tu peux être en parfaite santé. Il y a des acteurs, l'acteur Joaquin Phoenix, il a ça, je veux dire. Ça lui donne un charme. Donc, c'est... Oui, mais c'est un acteur d'Hollywood aussi, là. Ouais, non, mais est-ce que tu considères, finalement, l'enfant comme une marchandise, puis tu demandes à une femme d'avorter, tu sais, pratiquement à 4 mois, 5 mois de grossesse, oui, là, il y a les enjeux quand même éthiques, puis le culot de faire une poursuite de 600 000 $, moi, sincèrement, j'ai vraiment... C'est pas juste un malaise, là, c'est comme ça va au-delà de ça. Ça pose vraiment des questions éthiques, là. Mais c'est toxique à deux niveaux. C'est toxique pour l'enfant qui va effectivement se rendre compte de ça, puis en même temps, il faut dire que la mère porteuse, en principe, t'es pas payée pour faire ça, c'est de l'altruisme. Donc, on poursuit une mère qui, elle a aussi un autre enfant pour 600 000. Elle a dit, j'ai plus rien, là. Mais non, c'est ça. Puis l'affaire du 10 000 $, c'est pas... c'est-à-dire que tu dois rembourser des frais. Ça, c'est des frais entourant la naissance. C'est pas... elle ne demande pas de l'argent, là. Mais t'as un malaise, toi, Karima, avec le fait qu'on lui ait demandé d'avorter, c'est ça? T'as un malaise avec ça parce que c'est l'enjeu de l'avortement. Mais parce que ils ont pas... Je comprends vraiment ton malaise. Non, après, c'est pas l'enjeu de l'avortement. C'est le fait que tu demandes à une femme d'avorter. Oui. C'est la femme qui, premièrement, c'est elle qui porte l'enfant, qui a le choix de savoir ce qui se passe avec sa grossesse. Dans la loi aujourd'hui, de ce que j'en comprends, du début à la fin, la femme, la mère porteuse peut décider de garder l'enfant, hein, en passant. Elle peut décider à tout moment, c'est elle quand même qui le porte, qui prend les risques aussi de son corps. Fait que moi, j'ai complètement un malaise d'un couple qui dirait avorte ou avorte pas. Ou tu sais, change d'idée au bout d'un mois. Ah non, on a tu sais, imagine, t'as des chicanes de couple. La mère porteuse, oui, avorte, puis tu mets de la pression pour avorter. Voyons donc. Je comprends, mais cette femme-là, parce que si la loi empêche d'indemniser, là, est-ce qu'on s'entend-tu que ça fonctionne jamais vraiment comme ça, là? Hein? On va se dire les vraies affaires. Probablement qu'il y a des échanges en toute table, sûrement. Parce que cette dame-là... puisqu'il y en a, il y a donc une logique marchande. C'est là que je voulais juste t'entendre un peu préciser ta pensée, parce que moi aussi, j'ai un malaise quand on demande à une femme d'avorter. Mais si elle a été en dessous de la table, probablement,
probablement indemnisée, mais c'est que là, il y a comme un deal, tu comprends? Mais premièrement, en dessous de la table, je suis désolée. C'est interdit de donner illégal. Il y a quand même, il y a un cadre maintenant. Puis après, on peut en débattre. Il n'est pas respecté le cadre. Je veux dire, il y a, ben non, mais ça, si le cadre n'est pas respecté, la loi, je veux dire, en théorie, on peut avoir des recours par rapport à cette chose-là. Après, c'est tout l'enjeu sur le remboursement des dépenses. Qu'est-ce que tu inclus là-dedans? Effectivement, il y a comme... Il y a cette espèce de flou. Il y a là. des pertes de revenus qui peuvent être payées si effectivement tu es malade puis tu peux pas travailler. Mais ce qui se passe ici au Canada, c'est pour ça qu'on est si populaire au niveau des mères porteuses. Il y a tellement de demandes. C'est que finalement, qui paye pour les traitements? C'est nous, les contribuables. Même si c'est des parents qui viennent de l'extérieur. Ouais. Donc, au Québec, une femme qui va accoucher va avoir accès au régime québécois d'assurance parentale. Fait qui paye encore? Là, c'est un petit peu ça, le côté, je trouve, un peu aussi toxique là, que c'est nous qui se retrouvent à payer pour des couples de pays, dans des pays étrangers. Ça devrait être un enjeu, par exemple, si tu n'es pas citoyen canadien, ben, tu devrais payer l'accouchement. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait inscrire dans la loi, par exemple. Oui, mais notre loi québécoise va préciser que les parents doivent être domiciliés au Québec depuis au moins 1 an avant de se conclure une convention. Domicilié 1 an. Ben ça ne veut pas dire résident. Ça, c'est à nous de resserrer ça, parce que je suis d'accord que là, ça ouvre la porte vraiment à des abus. Là. Donc, une sorte de marchandisation. Ben non. Marchandisation du corps des femmes, Ben complètement. Oui. Même d'autres pays là, qui ont fait des grosses restrictions, Thaïlande. Donc, oui, mais ici, c'est ça, on est un petit peu plus lax là-dessus, malgré qu'on a de la législation à cet effet-là, quand même, c'est un problème, selon moi, qui va être de plus en plus commun, d'autant plus qu'on avait parlé une fois d'histoire de trouble maintenant, où c'est plus juste un parent ou 2 parents qui va être reconnu au directeur de l'État civil, mais plusieurs. Fait que, tu sais, ça commence à être assez particulier, tout ça. Il y a une femme qui t'a contacté, oui. Sophie, pour te raconter son histoire. Oui, ça m'a touchée. C'est une histoire... Je vais dire anodine dans le sens que le théâtre est anodin de tout ça. C'est quelqu'un qui va dans un magasin et là, ensuite, il arrive quelque chose. Ça pourrait arriver à tout le monde. Oui, c'est une dame qui s'appelle Béatrice Brun qui a du courage. Elle, ce qui est arrivé, c'est qu'elle est tombée dans un magasin Méran. Elle a eu une rupture de la coiffe des rotateurs, ce qui est quand même important. Elle était en attente d'une chirurgie pour un genou. Donc, elle est tombée, elle s'est fait mal, elle a été opérée au genou quelques jours plus tard. Donc, elle a eu accès aux assurances salaires. Malgré tout, elle a développé une blessure. Donc, quand tu tombes quelque part, là, on pense beaucoup aux personnes âgées, on pense dans le système médical, on parle de marcher sur un trottoir, aller chez vous, ou je tombe ou quoi que ce soit. C'est un parcours du combattant. Quand c'est la CNSST, la SAQ, c'est un no fault, l'indemnisation commence rapidement. Mais là, cette dame-là, si elle n'avait pas eu d'assurance salaire, actuellement, elle n'aurait pas aucun revenu parce qu'il faut, au niveau civil, que tu démontres une faute. Donc, si le magasin n'a pas fait de faute, là, ben à ce moment-là, elle n'aura rien. Fait qu'elle, ce qu'elle dit, puisqu'elle a été prouvée, c'est qu'il y avait des taches de bleuet sur le plancher dans une allée d'aliments secs. Donc, c'est pas supposé de se retrouver là. La compagnie d'assurance Intact, elle a dit, écoute, elle a probablement était elle-même un peu handicapée, elle avait de la difficulté au niveau du genou, donc elle aussi, elle a contribué. Fait que c'est une faute partagée. Fait que ce qu'il lui offre, là, c'est un montant de 5 000 $. Donc, si elle veut plus pour démontrer, il faut qu'elle les poursuive au niveau civil. Mais les avocats, là, tu as raison, c'est un peu anodin, ça se passe à tout le monde. Fait que ces personnes-là n'ont pas les moyens d'aller de l'avant. Fait que ça fait plusieurs fois que je lis des décisions qui disent, malheureusement, il n'y a pas eu de faute. S'il y avait eu faute, je t'aurais indemnisé, par exemple, pour 900 000 $. J'ai vu ça dans un dossier de fillette qui avait eu peut-être une considération pour une erreur médicale. Mais le juge a dit, il n'y a pas vraiment d'erreur médicale. C'est arrivé, il y a des choses qui arrivent. Mais si j'avais reconnu une faute, je t'aurais donné 900 000. Fait que des fois, je pense qu'il y a une réflexion à avoir à ce niveau-là avec les compagnies d'assurance. Cette femme-là, elle a appelé le protecteur du citoyen, l'ombudsman des assurances. Elle n'a aucun aide. Trop riche pour avoir droit à l'aide juridique, trop pauvre pour revendiquer ses droits. Mais là, moi, je suis resté un peu accroché sur un détail. Là. Si elle avait glissé sur un raisin dans une allée où il y a des liquides, là, elle aurait dû normalement s'attendre à cette possibilité-là. C'est ça un peu que tu as dit? Bien, dans le fond, la défense de Méran, c'est que c'était sec, c'était à terre, puis ça peut arriver qu'il y ait à terre quelques petites choses là, qui peut arriver, puis elle l'a probablement pas vu. L'avocat, à ce moment-là, dans la mise en demeure, a écrit « Ouais, mais elle pouvait pas s'attendre qu'il y ait des bleuets
collée à terre. On peut pas obliger quelqu'un aussi à se pencher pour voir qu'est-ce qui est à terre, là. Donc, elle pouvait pas s'attendre d'avoir des bleuets écrasés dans une allée d'aliments secs. Puis, la défense de Méran, c'est 1 heure auparavant, on est allé faire une petite vérification, il n'y avait rien. Bon, fait qu'à ce moment-là, tu sais, qui a raison, qui a tort? On le sait pas. Mais étant donné que c'est difficile de démontrer les fautes en responsabilité civile, il y a plein de gens qui se retrouvent dans des situations financières précaires comme ça. Oui, c'est assez incroyable. Puis, tu sais, des cas, par exemple, on voit des compagnies où tu vas aller dans une boutique ou même au bureau, là, tu sais, je sais pas, ils nettoient le plancher, tu glisses sur le plancher. Est-ce que ça, il y a une jurisprudence là-dessus? Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut arriver quand même de façon fréquente. Là. Oui, mais carrément, tu es au bureau. Donc, c'est considéré un accident mais dans de travail. Dans un magasin. Mais dans un magasin, c'est le parcours du combattant de la madame. Oublie pas que si Même tu là. fumes une cigarette dans un party de bureau dehors puis que tu glisses dehors, tu peux poursuivre ton employeur. Oublie-le pas, ça, moi, je l'ai jamais oublié. J'oublierai jamais ça de ma maudite vie. Là, tu le prends en J'oublierai contexte, jamais là. ça de ma maudite vie. Merci, Sophie. À la semaine prochaine.